Il y a des guerres qui déchirent des nations, et d'autres qui révèlent les fractures d'un continent tout entier. Le conflit russo-ukrainien n'est pas seulement une tragédie locale, c'est un miroir tendu à l'Europe. Un miroir dans lequel l'Occident ne veut pas se regarder. Car ce qui s'y joue, ce n'est pas seulement l'invasion d'un territoire, mais la faillite d'un projet impérial, la collision de deux visions du monde, et le réveil d'un passé qu'on l'on croyait enfoui. Face au vacarme des drapeaux, des discours binaires et des soutiens aveugles, il faut reprendre souffle, reculer, et oser poser cette question. L'Ukraine, au fond, est-elle victime d'une agression ou d'un arrachement? Et à qui profite ce sacrifice? Depuis février 2022, l'Ukraine est plongée dans une guerre qui ne dit pas son nom. Pas de déclaration formelle, pas de traité en vue. Une guerre suspendue entre le droit et la force, entre le mythe du retour aux frontières de 1991 et la réalité militaire du terrain. Une guerre à laquelle l'Occident a prêté ses mots, ses armes, ses milliards, mais jamais ses hommes. Et dont la finalité reste introuvable. Veut-on la reconquête totale du Donbass, la reprise de la Crimée, le démantèlement du régime russe, ou simplement laver l'humiliation stratégique de l'OTAN? Rien n'est clair, rien n'est dit. Et pendant ce temps, les peuples meurent. L'Ukraine s'épuise pour une ligne de front figée. La Russie, sous sanction, avance, piétine, mais ne plie pas. Le conflit dure, s'enlise, s'institutionnalise. Les discours, eux, continuent. Liberté, résistance, victoire. Jusqu'à quand? Une guerre sans but atteignable devient un engrenage tragique. Ce brouillard stratégique n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Celle du chaos prolongé, du sang versé à crédit, et des peuples sacrifiés sur l'autel de l'ambiguïté géopolitique. La guerre en Ukraine n'est pas seulement un drame humain, ou un conflit territorial. C'est l'ultime expression d'une mise sous tutelle. Depuis la révolution orange en 2004, puis encore plus depuis le Maïdan en 2014, Kiev a radicalement changé de cap politique, amorçant un virage pro-occidental qui a creusé le fossé avec les régions russophones de l'Est. Ce tournant a déclenché une spirale de violence larvée. Dès 2014, les oblasts de Donetsk et de Louhansk ont été le théâtre de bombardements ukrainiens contre des populations refusant l'ukrainisation forcée. Le conflit s'est figé dans un état de guerre hybride, aggravé par les accords de Minsk, négociés mais jamais respectés, illustrant l'incapacité des acteurs internationaux à imposer une paix durable. Depuis 2014, et plus encore depuis 2022, Kiev n'est plus maître de sa stratégie militaire. Les centres de décision se sont déplacés, Washington, Bruxelles, Londres. L'Ukraine est devenue le champ de bataille d'intérêts géopolitiques qui la dépasse, et dont elle est la variable d'ajustement sacrificiel. Les preuves abondent. Sur le terrain, les officiers ukrainiens sont formés par les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Le programme Interflex au Royaume-Uni, ou les entraînements de l'OTAN en Allemagne, transforment des jeunes Ukrainiens en chars à canon formatés selon les standards de l'Alliance. Le renseignement occidental oriente en temps réel les frappes, sélectionne les cibles, coordonne les offensives, les armes, les drones, les satellites, le ciblage de précision. Tout est livré, dirigé, calibré depuis l'extérieur. Mais il y a plus grave encore. Cette dépendance stratégique est devenue existentielle. L'Ukraine ne peut plus se battre sans l'Occident. Elle ne peut plus se financer sans l'Occident. Elle ne peut plus se projeter politiquement sans l'Occident. La souveraineté ukrainienne est en lambeaux, non à cause de l'occupation russe, mais à cause du pilotage otanien. L'adhésion à l'OTAN n'est donc pas une garantie de sécurité, mais la perpétuation d'une guerre par procuration, où l'Ukraine joue le rôle de pion sacrificiel dans la grande partie des chèques eurasiennes. Et la Russie le sait, en posant comme condition de cessez-le-feu une neutralité militaire durable et la fin de l'intégration à l'OTAN. Elle ne fait pas qu'exiger un recul stratégique de Kiev. Elle exige la fin de la sujétion, la fin de la logique de guerre totale, la fin du scénario à la syrienne, où l'Ukraine serait le prochain Afghanistan de l'Occident. L'Ukraine d'aujourd'hui est loin d'être une nation homogène. Elle est un patchwork complexe, un archipel d'identités, qui cohabitent plus qu'elles ne s'unissent. À l'est, les oblasts russophones de Donetsk et de Louhansk expriment un enracinement culturel et linguistique russe profond.
refusant une ukrainisation forcée. Au sud-ouest, la Bessarabie, historiquement rattachée à la Moldavie et à la Roumanie, conserve des liens civilisationnels forts avec ce monde roman orthodoxe. À l'ouest, les minorités hongroises de Transcarpathie revendiquent autonomie et reconnaissance. Depuis 1991, l'Ukraine est un État sans contour stable, un territoire hérité de l'URSS, sans contrat fondateur clair, basé sur un compromis précaire entre zone russe et zone occidentale. Compromis aujourd'hui rompu. Tenter d'imposer une nation uniforme sur ce terreau hétérogène relève de l'illusion politique et historique. Aucun cessez-le-feu durable ne pourra tenir, tant que Kiev prétendra contrôler à la fois le Donbass et l'OTAN, la Crimée et l'Union européenne, les mémoires bandéristes et la coexistence ethnique. En Ukraine, toute concession est vécue comme une trahison, et ce refus alimente la guerre sans fin. La paix ne peut naître que d'une réorganisation réaliste. Une Ukraine recentrée sur son cœur historique, Kiev, Dnipro, Poltava, et la reconnaissance du droit des autres régions à s'autodéterminer, qu'il s'agisse du rattachement à la Russie, à la Roumanie, à la Hongrie, ou à une autonomie réelle. Refuser cette réalité, c'est condamner l'Ukraine à un état d'exception permanent, à la guerre larvée, au sacrifice des peuples enfermés dans une cage étatique illusoire. Le drame ukrainien est aussi celui de l'imposition d'une fiction politique à rebours des identités vivantes. Un autre facteur profond alimente cette fracture, la montée en puissance du bandérisme, courant ultranationaliste et violent, incarné notamment par le bataillon Azov, structure paramilitaire connue pour ses liens explicites avec l'idéologie nazie. Longtemps marginale, cette mouvance connaît aujourd'hui une expansion visible et assumée dans la société ukrainienne. Cette réalité se manifeste par la multiplication d'hommages officiels à Stepan Bandera, figure historique controversée, à travers des défilés publics, des rues et des places rebaptisées à son nom, ainsi que par l'élévation de statues en son honneur. Ce phénomène traduit une réhabilitation politique et sociale du nationalisme radical, véhiculant une vision exclusive et ethnique de l'Ukraine, renforçant la polarisation intérieure, alimentant le rejet des minorités russophones. Ce bandérisme agressif contribue à la radicalisation du conflit et légitime aux yeux de certains les revendications séparatistes dans l'est du pays. Reconnaître cette réalité, c'est comprendre que la question ukrainienne dépasse le simple affrontement militaire. C'est une lutte pour l'âme même d'un pays divisé, entre héritages multiples, où s'opposent vision inclusive et exclusive, enracinement historique et réécriture idéologique. Au-delà de la géopolitique, le conflit russo-ukrainien est aussi une lutte entre deux visions du monde. La Russie, malgré ses contradictions, incarne une résistance face à la déliquescence morale et culturelle de l'Occident, tandis que les démocraties libérales se perdent dans le relativisme, la dissolution des valeurs et la déconstruction identitaire. Moscou défend une conception enracinée, la souveraineté des nations, la primauté de la famille traditionnelle, le rôle central de la foi orthodoxe. Cette résistance ne doit pas être idéalisée, ni confondue avec un régime parfait, mais comprise comme un pôle civilisationnel. Là où l'Occident sacrifie ses racines sur l'autel du progressisme mondialisé, la Russie persiste à affirmer un ordre naturel, fondé sur la continuité historique et spirituelle. C'est dans cette opposition profonde que se cristallise la guerre. Ce pôle russe est aussi un appel à la reconquête d'une mémoire partagée, celle de la Russe de Kiev, des saints orthodoxes, des peuples slaves liés par une identité commune. Cette mémoire résonne bien au-delà des frontières russes, en Ukraine même, où la fracture n'est pas qu'ethnique, mais spirituelle et civilisationnelle. Reconnaître cette dimension, c'est dépasser les récits simplistes et comprendre que ce conflit est aussi un combat pour l'âme de l'Europe, entre dissolution nihiliste et enracinement durable. Ce que propose Vladimir Poutine avec son cessez-le-feu, c'est une paix fondée sur la reconnaissance des réalités territoriales et ethniques, sur une neutralité durable de l'Ukraine, et sur la fin de son intégration militaire à l'OTAN. Cette paix est dure, loin des illusions occidentales d'une Ukraine unie, européenne, multiculturelle et militarisée. Mais c'est une paix plus solide que la guerre perpétuelle que l'Occident impose en refusant tout compromis. Le statu quo actuel, maintenu par les flux d'armes et les discours de victoire à tout prix, n'est qu'un prolongement de la souffrance.
Chaque jour de conflit est une tragédie pour les peuples slaves. Un renoncement à la fraternité chrétienne et historique qui les lie. Le vrai enjeu est de sortir de cette guerre interminable par une paix réaliste, enracinée dans les identités réelles, pas dans des chimères universalistes. Une paix authentique suppose un retour aux fondamentaux, acceptation des différences, respect des souverainetés locales, fin des ingérences extérieures. Sans cela, toute trêve sera provisoire, tout cessez-le-feu fragile, et la région condamnée à l'instabilité. Poutine ne propose pas une paix douce, il propose une paix vraie. À nous de choisir si nous voulons entendre ce message, ou continuer à creuser le sillon de la division et de la guerre. Le cessez-le-feu proposé par Moscou n'est pas une simple pause militaire. C'est une invitation à repenser la paix sur des bases réalistes, enracinées dans l'histoire, la culture et les identités véritables des peuples concernés. Refuser cette offre, c'est prolonger une guerre absurde, nourrie par des intérêts étrangers qui ne voient dans l'Ukraine qu'un théâtre d'affrontement. La paix juste ne peut surgir d'un mensonge, celui d'une Ukraine uniforme, otanisée, détachée de ses racines. Elle ne peut naître que du respect des différences, de la souveraineté réelle et d'une reconnaissance honnête des limites territoriales et ethniques. Ce conflit est une tragédie fraternelle entre peuples slaves, un drame d'enracinement, d'identité et de survie civilisationnelle. Il est temps d'écouter la voix de la raison et de la vérité, pour offrir à ces peuples une paix digne et durable, loin des illusions et des ambitions démesurées. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.